Bonjour à tous, je suis Serge Zaka et je fais cette vidéo pour l'événement Partageau. On va parler des conséquences et des adaptations pour l'eau et l'agriculture dans le département de la Loire. Je n'ai pas pu malheureusement être parmi vous aujourd'hui puisque je suis actuellement en Alsace. Alors ça va être assez simple, on va faire un retour sur 2022, puis ensuite voir les précipitations et sécheresses de 1951 à 2100, de la même chose pour les températures, et on verra l'impact sur l'agriculture pour le blé, le maïs, le fourrage et le lait, et puis on fera à la fin un focus sur l'eau. On commence par le retour sur 2022. Vous pouvez voir sur cette carte du monde, toutes les zones en rouge foncé, ce sont les zones où on a observé la température la plus élevée jamais mesurée dans chaque pays. Donc là, vous avez par exemple la France, où 75% du territoire, c'est la température la plus élevée qu'on ait jamais eue. Et d'ailleurs, 2022, c'est l'année la plus chaude qu'on ait pu observer en France. Sur cette carte-là, vous avez l'étendue de la sécheresse que nous avons vécue en 2022. 2022, d'ailleurs, la deuxième année la plus sèche qu'on ait pu observer en France après 1989. Et on voit l'étendue de la sécheresse au 4 août 2022. Et cette sécheresse concerne presque l'intégralité du département de la Loire. Sur cette carte-ci, vous voyez les pertes de rendement par rapport aux 5 dernières années. Nous sommes entre -15 et -11% pour la Loire pour le blé d'hiver, avec une légère hausse cependant dans le nord de la France. La même carte, mais cette fois-ci pour le maïs grain non irrigué. On est plutôt autour des -20% du côté de la Loire, même si j'ai un petit doute sur le +1,8 du côté de Clermont-Ferrand. J'imagine qu'il s'agit d'erreurs de mesure. -54% pour le maïs dans le sud de la France. Et pour le fourrage, on est plutôt autour des -40% dans la Loire, donc c'est un déficit extrêmement important qui cependant est progressivement rattrapé avec le retour de la pluie au cours de l'année 2023. Le déficit national sur le fourrage est de -26% d'ailleurs, ce qui est extrêmement conséquent. Donc des impacts agricoles très importants, mais comment vont évoluer ces impacts agricoles d'ici 2100? On va commencer par regarder par les précipitations. Et si on regarde d'ailleurs les précipitations depuis 1961, on observe dans le département de la Loire qu'on a une augmentation d'à peu près 5% de pluie à l'année. Oui, c'est vrai, il pleut plus dans la Loire depuis 1961. Ce sont des observations des pluviomètres présents sur le territoire. Cependant, en parallèle, ici vous avez le graphique des sécheresses en Rhône-Alpes en pourcentage de surface depuis 1959. On n'a pas forcément d'augmentation de la sécheresse ni de diminution, même si une très légère augmentation ces dernières années. On va dire qu'on est plutôt stable. Avec plus de pluie du côté de la Loire et même du côté du Rhône-Alpes, on a une stabilité de la sécheresse, ce qui est extrêmement curieux parce qu'on s'attend à avoir une baisse des surfaces en sécheresse avec plus de pluie. Et pour comprendre ce phénomène, il va falloir se projeter jusqu'en 2100. Vous avez ici les données de Chambeuf jusqu'en 2100 suivant trois scénarios climatiques. Le RCP 2.6, le plus favorable, RCP 4.5, celui qui est médian, et le RCP 8.5 si on ne fait aucun effort sur nos gaz à effet de serre. Ce qu'on observe pour Chambeuf, c'est qu'on a une hausse du cumul annuel de précipitations jusqu'en 2100. Alors vous allez me dire s'il y a une hausse de la pluie jusqu'en 2100, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi on observe tant de sécheresse en France et notamment dans la Loire ces dernières années. Pour cela, il faut décomposer la pluie en saisons. Il faut regarder la saisonnalité des pluies. Vous avez ici l'hiver du futur, plutôt en bleu, c'est-à-dire qu'il pleut plus, et l'été du futur, à partir de 2070, plutôt en rouge, c'est-à-dire qu'il va moins pleuvoir. Il y a un indice de confiance plutôt faible pour les pluies hivernales, plutôt fort pour les pluies estivales, c'est-à-dire que les modèles sont tous en accord sur le changement climatique pour voir une diminution des précipitations en été, un peu moins en accord pour l'hiver. Si j'additionne les deux cartes, ben, on a plutôt une pluie qui est stable sur l'ensemble de l'année, mais c'est la saisonnalité des pluies qui évolue. Et vous me voyez venir, les cultures étant plutôt implantées au printemps, en été et en automne, c'est pendant ces périodes-là qu'on a le moins de pluie. Si je regarde maintenant l'indice de l'humidité des sols, donc ce qui caractérise la sécheresse du côté de Chambeuf, vous avez ici la courbe avec 1970 en vert, 2070 en rouge. Plus on s'approche de 1, plus le sol est saturé en eau, et plus on s'approche de 0, plus le sol est en sécheresse.
Donc on peut voir déjà qu'il y a la dépression estivale, c'est-à-dire que le sol est beaucoup plus sec en été, c'est pas le changement climatique, ça s'appelle tout simplement les saisons. Au niveau du petit 1, donc au niveau du printemps, on a une hausse des précipitations en hiver, mais aussi une hausse de l'évapotranspiration par la hausse des températures, une hausse de l'intensité des pluies, puisque chaque degré gagné, c'est plus 9% de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc des pluies plus intenses. Et on a une augmentation de l'indice d'humidité des sols qui est notamment drivé par la hausse des précipitations en hiver et au début du printemps. Alors cette hausse de l'indice d'humidité des sols est compensée très 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 largement par une diminution drastique de l'indice d'humidité des sols en été et en automne, c'est-à-dire pendant la période de culture de la plupart des cultures dans la région, puisqu'on va avoir une baisse des précipitations en été, comme je vous l'ai dit, une hausse de l'évapotranspiration, puisqu'il va faire beaucoup plus chaud, les plantes et l'évaporation va être beaucoup plus importante, et une hausse de l'intensité des pluies. En général, ce sont des orages plus violents, plus de ruissellement et moins d'eau qui rentre dans le sol. Donc une sécheresse qui va s'accentuer pendant la période culturelle, malgré le fait qu'il pleuve plus en hiver. Si je regarde maintenant au niveau des températures, au niveau des températures, pour Chambeuf, vous avez ici, suivant les trois scénarios climatiques que j'ai dit précédemment, l'évolution des températures jusqu'en 2100. On va atteindre à peu près 16 degrés de moyenne, suivant le scénario le plus chaud. Je tiens à préciser qu'à Montpellier, la température moyenne est d'à peu près 14 degrés actuellement à l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir une remontée du climat méditerranéen sur la plaine de Chambeuf. D'ailleurs, ces cartographies le montrent très bien. En rouge, ici, vous avez la zone de répartition du chêne vert méditerranéen en 2050 et en 2100. En 2000, on se retrouve autour de la zone méditerranéenne. En 2050 et en 2100, ce climat méditerranéen remonte par la vallée du Rhône et remonte par la vallée de la Garonne. Et la plaine agricole autour de Chambeuf va se retrouver dans un climat méditerranéen, c'est-à-dire qu'on va avoir la remontée de cultures aussi méditerranéennes, comme le maraîchage, les légumes du soleil, ce qu'on retrouve dans le ratatouille, le sorgho, la pêche, l'abricot, la lavande, la vigne. C'est une agriculture qui sera complètement différente d'ici 2050 dans votre région et dans les départements de la Loire. Bien sûr, en plaine, en altitude, on a une remontée du climat plutôt aquitain qui va aussi faire évoluer l'agriculture de montagne. Et si d'ailleurs je regarde le nombre de jours à 35 degrés, donc le nombre de jours stressants pour les végétaux qu'il y a actuellement du côté de Chambeuf, le nombre de jours à 35 degrés va être multiplié par 4, par 5, par 6 suivant le scénario. Certaines années d'ailleurs, suivant le type de scénario, on pourrait avoir entre 20 et 35 jours au-dessus de 35 degrés du côté de Chambeuf à partir de 2070, avec quelques pics vers le haut avant 2070 comme on a pu avoir en 2022. Maintenant, je vais regarder les impacts sur le blé, sur le maïs, sur le fourrage et sur la production de lait. Pour le blé, si on regarde les courbes de rendement depuis 1815, on observe une explosion des rendements qui est due à la révolution verte, la mécanisation, la chimie, la génétique également. Mais malgré cette progression du progrès, on va dire cette continuité du progrès, on observe une stabilisation des rendements du blé en France. Et les scientifiques se sont emparés de ce problème et ont analysé d'où il venait. Cette stabilisation du rendement du blé en France est à 70% due à un déficit hydrique et à de l'échaudage pendant le remplissage du grain, parfois même à de l'excès d'eau en juin, comme on a pu le voir en 2016. 30% de cette explication, c'est aussi une modification des rotations, moins de légumineuses, mais une désintensification aussi, moins de produits voulus, notamment par l'Union européenne. 70% de l'explication est climatique. Et si d'ailleurs on fait de la modélisation avec les données du livre vert du projet Climateur et d'autres centres de recherche que l'INRAE, eh ben on observe une hausse du rendement sur le nord de la France, tandis qu'on aura plutôt dans la Loire une baisse du rendement autour des 0, ça dépend des années, à moins 15%. Un peu ce qu'on a observé en 2022 d'ailleurs. Pourquoi une hausse de rendement dans le nord? C'est simplement l'effet CO2. Le nord aura un peu moins de sécheresse, un peu moins de canicule pendant le remplissage du grain, on se situe un peu plus au nord de la France, et l'effet CO2 va prendre le dessus, donc la photosynthèse va être favorisée. Tandis que dans le sud de la France, malgré aussi l'effet CO2, on va avoir des sécheresses qui sont beaucoup plus marquées, des canicules qui sont beaucoup plus présentes en juin, et donc un rendement qui va progressivement diminuer, sans non plus chuter bien sûr drastiquement, puisque le blé est une culture
d'hiver. On va la planter en automne et la récolter plutôt au début de l'été. Donc elle va éviter la majorité des sécheresses et des canicules en ayant des racines bien profondes à l'arrivée des sécheresses en juin pour récupérer l'eau en profondeur. Et donc il n'existe pas une seule solution, mais une multitude de solutions pour faire face à cet effet du changement climatique, notamment variétal, améliorer les résistances à la sécheresse, améliorer les gammes de précocité, mais également agronomiques, comme par exemple semer plus précocement le blé pour le récolter plus précocement. L'agriculture de conservation des sols est aussi très importante pour gagner à peu près 5% d'eau dans le sol, ce qui correspond à 7 à 10 jours de disponibilité en eau supplémentaire pour le blé pendant la remplissage du grain. Et dans certains cas, on pourra avoir de nouvelles filières, donc une nouvelle économie qui doit se mettre en place durant 15 ans, hein. Il faut mettre beaucoup de temps pour faire de nouvelles filières. C'est pas en claquant des doigts qu'on obtient une nouvelle filière. Et ce n'est pas le rôle des agriculteurs, c'est une fois le rôle de l'État. Encore une fois, le rôle de l'État d'investir dans ces nouvelles filières. Donc on aura le livre de la vigne, de la figue, du sorgho, du millet qui pourrait arriver avec le climat méditerranéen par le sud de la région. Il y a également des solutions numériques sur la modélisation, des solutions matérielles sur l'amélioration des outils d'irrigation, des solutions de paysage également, comme par exemple l'agroforesterie qui peut être utile aussi pour les fruits et légumes plus que pour les grandes cultures, la complexification des paysages par les haies et par certaines rigoles qui permettent de retenir d'eau, cela permet également de couper le vent, les haies, pour éviter d'augmenter l'évapotranspiration. Mais encore une fois, ce n'est pas si simple au niveau des travaux agricoles. Ce doit être aussi le rôle de l'État d'aider les agriculteurs à favoriser ces services, on va dire, écosystémiques. Je passe maintenant au maïs. Le maïs, bah, on a aussi la courbe de rendement depuis 1961. On observe une stabilisation également du rendement. Et c'est exactement les mêmes raisons que pour le blé. On a de bonnes années climatiques qui donnent une expression complète de la génétique et de l'amélioration génétique du blé, donc du progrès qu'on peut avoir sur le maïs. C'est la courbe plutôt haute, alors que certaines mauvaises années apparaissent, c'est la courbe plutôt basse, et d'ailleurs elles s'accentuent, ces mauvaises années, donc on a plutôt des mauvaises années qui sont de plus en plus mauvaises. Donc une accentuation suivant de bonnes années climatiques ou de mauvaises années climatiques, une accentuation des différences de rendement entre années. Donc une augmentation des déficits hydriques pendant le remplissage, une augmentation des températures élevées pendant le développement du maïs. Par contre, malheureusement, le maïs, lui, ne répond pas au CO2. Donc, quelle que soit la concentration de CO2, la photosynthèse ne sera pas forcément favorisée. Et donc dans le sud de la France et donc dans la Loire, on va observer une diminution drastique du rendement, autour des moins 20, moins 30% en moyenne du côté de la Loire. Donc le maïs va devenir de moins en moins rentable et de plus en plus sujet à de fortes baisses de rendement lors des années climatiques qui sont mauvaises, avec bien sûr de bonnes années climatiques, donc un écart de plus en plus important entre les mauvaises et les bonnes années. C'est simplement que le maïs, on le plante en printemps et on le récolte à l'automne, et donc il va subir toutes les canicules et toutes les sécheresses durant l'été. De même, il n'existe pas une solution simple pour répondre à cette problématique, c'est des solutions complémentaires, et notamment ici pour le maïs, les nouvelles filières sont beaucoup plus intéressantes, notamment le sorgho qui progressivement va devenir de plus en plus intéressant avec le changement climatique. Et j'espère qu'on travaillera d'ailleurs sur les filières du sorgho et sur la génétique du sorgho qui a été un petit peu délaissée par rapport au maïs. Et il existe bien sûr d'autres solutions, les semis précoces, les améliorations de la résistance à la sécheresse, le paysage, le matériel, le numérique. Donc ce sont un ensemble de solutions qui permettent de faire face au changement climatique. On passe maintenant à la production animale qui est très présente dans votre région, notamment les prairies. Ce qu'on observe dans votre région, c'est qu'on a une évolution de la production prairiale, donc une évolution saisonnière. En petit 1, on a tendance à voir une prairie qui se réveille de plus en plus tôt. Donc des vaches qu'on peut mettre en champ beaucoup plus tôt, bien sûr, si le sol permet de soutenir le poids des vaches, s'il n'est pas gorgé d'eau. Donc on a gagné à peu près 1 à 2 semaines par rapport au réveil de la prairie. Mais également un pic printanier qui est beaucoup plus important par l'effet CO2, par des indices hydriques de sol convenables au printemps. On a une production fourragère, comme on a pu le voir cette année, qui est beaucoup plus importante au printemps et un pic de production qui est de plus en plus précoce, de 1 à 2 semaines à peu près. Par contre, en été, on a une diminution drastique qui compense très largement cette hausse de la production au printemps avec peut-être une augmentation en automne suivant les stress thermiques qu'on a subis en été. Ces stress thermiques estivaux sont notamment dus aux canicules et bien sûr aux sécheresses.
un arrêt de la croissance de la prairie qui est également de plus en plus tard, donc des animaux qu'on pourra laisser dans les champs, suivant bien sûr l'indice hydrique des sols, de plus en plus tard. Donc c'est notamment un effet eau qu'on observe ici. La prairie répond très largement à l'eau. L'évolution de la saisonnalité de la pluie, comme je vous ai dit au début de la présentation, se retrouve dans l'évolution de la saisonnalité de production de fourrage. De même, il n'existe pas une solution uniforme et une multitude de solutions qui sont généralement complémentaires, comme par exemple et surtout la meilleure gestion du stock de fourrage pour garder les stocks de printemps, les excès de printemps, les mettre en stock pour les redistribuer l'été. Et je tiens à préciser qu'on a un rôle très important dans votre région de la prairie, notamment au niveau du stockage du carbone, de l'économie du territoire, de la structuration des paysages, notamment dans les zones humides qui sont très intéressantes, bien sûr, pour le pâturage, au lieu d'avoir des grandes cultures, les bocages, les haies parallèles à la pente qui peuvent retenir de l'eau. Donc tout ça, ça peut être extrêmement intéressant. La partie restructuration pour le sud concerne beaucoup plus le sud de la France, mais dans certains coins, on pourrait avoir une réorientation vers la production laitière, de la production laitière à l'ovin et au caprin, je vais y arriver, mais également une diminution du cheptel par rapport à l'offre en fourrage qui pourrait être beaucoup plus importante dans le sud de la France que dans la région, que dans le département de l'Allier. Je vais terminer sur cet impact agricole par les vaches laitières et notamment le stress thermique pour les animaux, puisque les animaux sont extrêmement sensibles, notamment les vaches laitières, au stress thermique. Et ce stress thermique, il se calcule à partir de l'indice THI, qui est un indice couplant la température et l'humidité. Plus il fait chaud et humide, plus les vaches laitières vont avoir un mal-être qui s'installe. Et ce mal-être, ça se traduit par des impacts à court terme et à long terme. Les impacts à court terme, c'est une diminution de la production journalière de lait, notamment à cause de la perte d'appétit et de l'énergie corporelle qui est plutôt redirigée vers un refroidissement de la température corporelle que sur la production du lait. Et sur le long terme, si une canicule dure plus longtemps, on va avoir une diminution, bien sûr, accélérée de la production de lait par une fatigue corporelle, un changement de la composition aussi du lait, le mal-être animal aussi qui va s'installer, une position debout qui va être plus prolongée, puisque les vaches laitières, quand elles ont chaud, elles restent longtemps debout, ce qui risque de favoriser des boiteries, mais également des problématiques de défense immunitaire et de reproduction. Si on regarde l'évolution du nombre de jours stressants pour les vaches laitières, les couleurs correspondent au seuil de stress, on observe une très forte augmentation du nombre de jours stressants, à peu près plus de 100%. Ne regardez pas les chiffres que j'ai notés qui sont plutôt pour l'Alsace, là où je suis actuellement. On a une apparition aussi des nombres de jours forts au niveau des stress thermiques qui est de plus en plus fréquente avec le changement climatique. Ça, c'est pour la plaine. Par contre, en montagne, il va y avoir des jours stressants supplémentaires, mais qui seront moins intenses, bien sûr, que dans la plaine. Donc, on pourra avoir une évolution de plus en plus haute des pâturages et de plus en plus haute de la production laitière. Quand je dis haute, c'est en altitude. Et si je regarde la diminution de la production de lait avec le changement climatique, vous avez en vert la diminution de la production de lait en 1970-2000 et en rouge en 2070-2100. C'est un scénario en plus médian de réchauffement. Ce qu'on observe extrêmement rapidement, c'est qu'il y a une accentuation des pertes de lait à peu près moins 10% par jour par rapport à un climat normal. Et donc, quand c'est par jour, au cumul sur l'été, on a une très grosse perte de production qui peut poser des problématiques, notamment par rapport au flux tendu qu'il peut y avoir sur la production de fromage ou de beurre, etc., ou de crème avec ce lait, avec l'industrie agroalimentaire. Et donc, au niveau des solutions, il est impossible d'influencer le climat pour les vaches laitières, mais il est impossible d'atténuer ces effets, et notamment au niveau des bâtiments agricoles. Les bâtiments agricoles sont généralement des étuves, pour l'instant, qui accentuent ce phénomène de stress thermique. Il faut les améliorer avec brumisation, ventilation, circulation de l'air. Et là, c'est pas encore le rôle de l'agriculteur, mais il faut absolument qu'il y ait un rôle de l'État pour aider les agriculteurs à faire évoluer ces bâtiments. Des arbres autour des bâtiments, l'ouverture aux heures fraîches pour la récupération nocturne, mais également des rations alimentaires à faire évoluer, du pâturage aux heures fraîches. Et je tiens à préciser également de l'ombre dans les pâtures, parce que c'est extrêmement important de garder les vaches à l'ombre. Il y a également des recherches qui sont actuellement en cours pour améliorer la résistance à la chaleur de ces vaches laitières. Je tiens à préciser aussi que les vaches à viande sont plus résistantes à la chaleur que les vaches à lait.
et que progressivement, d'ici 2050, on pourrait se tourner vers l'ovin et le caprin comme on a en région méditerranéenne, puisque le climat méditerranéen a tendance à remonter, voire le passage à une traite par jour au lieu de deux, voire la remontée en altitude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je tiens à faire un focus sur l'eau en agriculture, puisque c'est un peu notre thème de la journée, en parlant de la sobriété et de l'efficacité de l'eau. On parle beaucoup d'efficacité sur l'utilisation de l'eau en agriculture. L'efficacité, c'est quand on a un prélèvement stable, mais des rendements en hausse. Et ça, c'est notamment grâce à la génétique, des variétés qui utilisent de façon plus optimale l'eau pour se tourner vers le rendement, de meilleurs rendements. Ça, c'est l'efficacité génétique, mais il y a également de l'efficacité pour garder l'eau dans le sol, notamment au niveau de l'agriculture de conservation des sols, qui permet de stocker 5% à peu près de plus d'eau dans le sol. C'est 7 à 10 jours de disponibilité en eau pour les plantes. De l'efficacité aussi au niveau de l'utilisation de l'eau pour le matériel, des systèmes d'irrigation au goutte à goutte, des réserves en eau qui peuvent être efficaces et utiles pour l'agriculture, mais également pour le numérique, donc des modèles agricoles qui permettent de savoir exactement la quantité d'eau le jour le plus efficace pour l'utilisation de cette eau, mais on oublie souvent la sobriété agricole. La sobriété agricole, c'est pas la destruction de notre agriculture et la livrer à d'autres pays comme la Russie ou l'Ukraine, c'est de savoir faire évoluer notre agriculture de façon plus profonde pour avoir des prélèvements en baisse, tout en ayant bien sûr de l'agriculture. Je tiens à préciser qu'il faut absolument de l'agriculture pour protéger nos sols des rayons du soleil et éviter la désertification. C'est aussi un des rôles de l'irrigation. Comme par exemple, pour la sobriété, nous avons de nouvelles filières, la pistache, la grenade, le sorgho, les races à viande, ovin, caprin. Donc là, c'est plutôt une modification systémique qui nous permet de nous adapter à un climat futur au lieu d'ajouter des pansements sur les cultures déjà en cours pour les faire perdurer dans le siècle. Il y a un moment, il faut peut-être se dire, il y a des perspectives intéressantes pour la vigne, pour l'olive, pour le sorgho, dans la région de la Loire d'ici, bien sûr, 2050, pas maintenant, mais il faut y penser dès à présent, puisqu'une nouvelle filière soutenue par l'État, bien sûr, c'est pas le rôle des agriculteurs, soutenue financièrement à coût de plusieurs centaines de millions d'euros, et bah, ces nouvelles filières, il faut à peu près 15 ans pour les mettre en place. Mais également, il y a une sobriété à avoir au niveau de la consommation, se tourner vers la consommation française, notamment celle de la viande, puisqu'elle est beaucoup moins émettrice de gaz à effet de serre que d'autres pays du monde, savoir cuisiner aussi, il faut le remettre un petit peu dans l'éducation scolaire, limiter le gaspillage alimentaire, 30% de nos gaz à effet de serre de l'assiette sont juste perdus à cause du gaspillage alimentaire. Dans la consommation, il y a aussi la réutilisation des eaux, peut être extrêmement intéressante, bien que plus coûteuse que la prélévation dans les nappes phréatiques, etc., etc. Il y a une petite partie dernière option, mais ça, c'est plutôt pour les Pyrénées-Orientales, plutôt que pour l'Aude, et c'est une solution qui ne doit pas être envisageable, la réduction du cheptel, l'abandon de terres agricoles. J'espère qu'on n'en arrivera pas à là, dans le sud de la France. Je tiens à préciser qu'il n'existe pas d'agriculture sans eau et que l'irrigation a un rôle très important par rapport aux couverts végétaux. Il faut garder absolument l'irrigation, mais qu'il faut mieux maîtriser notre consommation d'eau en parallèle. Je termine sur cette photo qui a été prise le 4 juin 2020, que j'ai prise à Cannes et qui a été élue plus belle photo du monde. En parlant de l'eau, on voit un beau rideau de précipitation éclairé par l'extra-nuageux, donc l'éclair extra-nuageux qui sort de l'orage. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que la vidéo a été très utile pour comprendre l'évolution climatique et les évolutions du blé, du maïs, du fourrage et du lait dans la région de la Loire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Twitter, sur LinkedIn ou à me les transférer par mail. Je me ferai plaisir d'y répondre. Bonne journée, à bientôt.